La guerre en Syrie, la crise migratoire en Europe, la guerre contre le groupe État islamique et les nombreux attentats que celui-ci a commis en Égypte, au Liban, en Tunisie et à Paris, bien sûr, ont été au cœur de l'actualité internationale en 2015. Mais d'autres événements, d'autres phénomènes d'importance ont eu lieu dans le monde, évidemment, cette année. Alors, avant que le rideau ne tombe sur 2015, on va revenir sur ces événements qui n'ont peut-être pas fait la manchette, mais qui sont quand même dignes de mention, avec un panel féru d'actualité internationale. Alors, on est très content d'accueillir à nouveau un habitué de Planète Terre sur ce plateau, Philippe Fauché, qui est professeur de sciences politiques et membre du Cérium. Bonjour. Bonjour. Et pour la première fois, Agnès Grouda, à ma droite, et Laura Julie Perrault, qui signent tous deux dans les pages internationales du quotidien La Presse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. Merci d'être là. Philippe, je commence avec vous. Vous voulez nous parler des déboires de la gauche et de la montée de la droite en Amérique latine? Oui, il y a un phénomène, un changement de garde qui semble s'annoncer très fermement. En Argentine, récemment, le parti péroniste, donc de Mme Kirchner, et qui a succédé à son mari, a perdu les élections contre un homme d'affaires millionnaire de la droite, une droite un peu divisée, mais qui a pris la place. Il faut dire que les Kirchner avaient régné pendant 12 ans. Pendant 12 ans, oui. Ça, c'est un phénomène intéressant parce que, justement, au Venezuela, vous avez l'élection législative, une coalition de droite, encore une fois, prend les 2 tiers des sièges. Et là, c'est pour faire suite au chavisme, qui était le gouvernement du président Hugo Chavez, qui avait déclaré la guerre aux États-Unis et à la moitié de la planète. Et qui est arrivé au pouvoir en 99. 99, exactement. Et donc, vous avez, au Brésil, vous avez encore une fois Dilma Rousseff, qui, elle, a des grands problèmes. Son taux de popularité est à 10%. Elle a été élue l'an dernier. Et ça fait 12 ans qu'elle est... le PT est au pouvoir. Et donc, ce qui se passe au Brésil, c'est un petit peu la même chose qu'ailleurs, en quelque sorte, c'est que les forces de l'opposition décident, ça va faire, c'est notre tour, et donc ils font tout pour torpiller très sérieusement le gouvernement en place pour s'assurer d'avoir de bonnes chances de l'emporter au prochain coup. Actuellement, au Brésil, ça prend des allures épiques. Il y a un bras de fer entre le président de la Chambre des représentants et la présidente, et le président a autorisé une enquête pour voir à la possibilité d'intenter une poursuite de destitution envers la présidente. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de motif juridique fondé qui permette ça. C'est simplement un jeu de pouvoir où le président de la Chambre peut faire ça. Il y a des allégations qui se multiplient. Mais de scandale, essentiellement, de corruption. Qui ne touche pas la présidente directement. Elle n'est pas mentionnée et on ne lui reconnaît aucune malversation. Par contre, le président de la Chambre en question, lui, on lui a trouvé des comptes en Suisse, il baigne dans le scandale de corruption, et ce qui a déclenché le tout, c'est qu'il y a un comité dit d'éthique qui aurait pu et qui a décidé de lever ou de considérer la possibilité, c'est long au Brésil, de considérer la possibilité d'autoriser la levée de l'impunité parlementaire de ce président. Alors lui, en réplique de ça, il a décidé, OK, s'ils font ça avec moi, je vais aller directement au cœur de l'histoire et je vais intenter une poursuite, ou je vais faire une poursuite contre la présidente. Alors, vous avez ce mouvement, donc, d'épuisement de la gauche dans la région qui me semble assez important et qui se passe dans des conditions très difficiles, évidemment. C'est toujours comme ça. Alors, juste que vous avez le taux de croissance, c'est catastrophique. Au Brésil, c'est moins 3%. Au Venezuela... Après des années incroyables. Après quelques années relativement sympathiques, jusqu'en 2007, mais depuis ce temps-là, ça tombe quand même. L'inflation fait son retour. Au Venezuela, c'est moins 4%. En Argentine, l'inflation, on ne sait pas. On dit c'est n'importe quoi entre 25 et 40% parce que les comptes ne sont pas publiés ou sont manipulés. Et les coffres sont généralement vides et l'investissement est en chute libre. Avec les prix internationaux des matières premières qui sont au plancher, ça n'aide pas. Tout ça, donc, la droite revient dans des conditions très, très difficiles. On va voir ce qui va se passer, mais c'est un mouvement important. Le dernier petit mot, c'est la tendance que même la gauche ont à vouloir se perpétuer au pouvoir. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez en Équateur, d'une part, et également en Bolivie, des référendums qui devraient permettre au président de se représenter. En Équateur, c'est fait, c'est d'accord, mais lui, il dit « je pense que je n'irai pas ». Mais en Bolivie, ce n'est pas assuré du tout, et Morales pense à un autre mandat en 2019. Et donc, depuis quand est-il au pouvoir? Ça fait 3 mandats de suite, ça fait 12, ça va faire ça, c'est ça.
OK. Donc, la droite était au pouvoir dans les années 90, un possible retour, mais qui est déjà amorcé en Argentine. Mais ce travers de la droite de s'incruster au pouvoir semble être contagieux. Oui. Est-ce que le fait qu'il y a des leaders très charismatiques qui sont disparus de la scène a alimenté ça? Je pense à Chavez et Lula. C'est ça, ça a dû... La gauche n'a plus de leader très charismatique en ce moment. Ben, très souvent, dans le cas de Maduro, c'est la caricature de Chavez. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, il est plus vulnérable. Dans le cas de Dilma, elle n'a pas l'audience, elle n'a pas le pouvoir de rassembler de Lula, c'est bien évident. Et Mme Kirchner s'est assurée de se faire des ennemis de tout ce que compte la société argentine pour, justement, se faire mettre dehors, à part les gens qui manifestent avec des pancartes de la gloire de Che Guevara. Et dans le cas de Dilma, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans les derniers jours, avec les manifestations qui se font de plus en plus petites contre elle, ils ont de la misère à mobiliser. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est ceux qui soutenaient la dictature militaire qui commencent à prendre beaucoup de place et qui la détestent depuis toujours. Ceux dans la rue n'étaient pas nés quand les militaires ont pris le pouvoir et ils n'étaient même pas nés souvent quand les militaires sont partis, en 85. Dans ce sens-là, c'est une nostalgie d'un ordre qui n'a jamais existé, en fait. Et dans ce sens-là, c'est un peu particulier. Mais en fait, l'idée, c'est que même la gauche modérée, le PSDB de Cardoso, dit peut-être que la présidente devrait considérer la possibilité de démissionner pour nous donner la place, sous-entendu, parce que nous, on va faire mieux. Alors, c'est très malsain comme situation. Elle a été élue l'an dernier, il y en a encore pour 3 ans. L'Amérique latine, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de couvrir, non, c'est très intéressant, on va essayer de couvrir d'autres parties du monde. Laura Julie, vous vouliez nous parler du retour de la Russie sur la scène internationale. Oui, parce qu'on a commencé 2015 où vraiment Vladimir Poutine était l'ennemi public numéro 1 de l'Occident. Donc, il y avait eu notamment l'avion MH117. Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine. Exactement, au-dessus de l'Ukraine. C'était le conflit dans le Donbass, que Poutine disait ne pas soutenir, mais que clairement, sur le terrain, la réalité était autre. C'était les sanctions occidentales contre Poutine. Et c'était vraiment, en fait, même, il y avait un article assez... loufoque qui était sorti qui disait que Poutine était un autiste. On était rendu, donc l'Occident voyait dans Poutine vraiment tout ce qui pouvait ne pas fonctionner avec un leader. Et là, on se ramasse 1 an plus tard, où tout à coup, Poutine, depuis son intervention en Syrie... depuis les attentats de Paris. Exactement, depuis les attentats de Paris, depuis la grande réunion à Vienne, où tout à coup, on a les Russes qui représentent peut-être la voie la plus modérée pour négocier avec les Syriens. Il devient un petit peu incontournable. Et même que la solution qu'il met de l'avant pour finir le conflit en Syrie est tout à coup celle qui semble plaire le plus à l'Occident. Donc, c'est vraiment un revirement extraordinaire de la situation. Puis ça va être à voir si ça va continuer ou si ce qui s'est passé avec la Turquie récemment. Donc, il y a vraiment un crêpage de chignons assez extraordinaire entre les Turcs et les Russes. Si ça va à nouveau ramener Poutine dans le camp des ennemis jurés, ou si au contraire, on voit que l'Occident, en ce moment, même l'OTAN, met un peu d'eau dans son vin en regardant la Turquie, en disant « calme le jeu » parce que lui, on en a besoin là, dans les prochains mois. Effectivement, on voit 2 alliés s'affronter, c'est un peu inquiétant en ce sens-là. Mais il y a un retour, une résurgence de la Russie de façon générale depuis longtemps. Là, à la faveur des circonstances, ça l'a aidé, mais de façon générale aussi, il y a d'autres régions du monde où la Russie tente de s'affirmer, ou pourrait encore s'affirmer. On pense à l'Ukraine, mais il y a peut-être d'autres scénarios similaires ailleurs. C'est ça. Bien, longtemps, on a regardé, notamment la Moldavie, craignait de voir un peu le même scénario chez elle qu'elle avait en Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est toute l'aile arrière de la Russie, toute l'Asie centrale, où là, Poutine est en train de proposer une grande alliance genre OTAN pour protéger l'Asie centrale des talibans. Donc, tout à coup, le fait que les talibans se sont approchés des frontières de l'étranger proche de la Russie, au sud, évidemment, avec la prise de Kunduz, donc de faire embarquer le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, qui, eux, ont plus tendance quand même à être du côté de la Russie, mais même d'essayer de convaincre l'Ouzbékistan, qui a quand même eu des combats assez majeurs là, dans la vallée du Fergana au cours des ans avec les islamistes, donc de les ramener dans le giron russe et d'utiliser ce qui se passe donc avec les terroristes au sud de manière à, encore une fois,
établir plus fortement son étranger proche puis son pouvoir. Oui. Et son étranger proche, mais très, très vaste. On parle très peu de l'Asie centrale, mais c'est une zone immense à la confluence de la Chine, de la Russie, une zone vraiment importante par son espace, du moins. Et parallèlement à ça, on essaye aussi, Poutine essaye aussi d'établir un nouveau partenariat économique pour répondre à l'Union européenne. Oui, l'espace eurasien. Eurasien, voilà. Agnès Gourdal, vous voulez nous parler de l'Arabie saoudite? Bon, l'Arabie saoudite, on en parle, mais c'est un peu un pays téflon. C'est-à-dire qu'on en... téflon. Oui, il n'y a rien qui colle de ce qu'ils font. Je vais donner un exemple. Par exemple, bon, là, cette semaine, on a beaucoup parlé des élections, des premières élections où les femmes ont pu participer et se faire élire décembre, même. Oui. Voilà. Alors ça, c'était un événement très positif, tout ça, mais, et on a vu ça beaucoup dans les médias. On voit moins les aspects négatifs, disons. Bon, premièrement, on sait que l'Arabie saoudite est un des grands joueurs face à l'Iran dans l'espèce de grande confrontation entre les sunnites et les chiites. On ne le voit pas beaucoup, on ne met pas beaucoup l'accent là-dessus. Depuis 8 mois, il y a une guerre qui se joue au Yémen sur cette toile de fond-là. La coalition qui combat les Houthis, qui sont les rebelles chiites, est dirigée par l'Arabie saoudite. Et je trouve ça sidérant. On ne parle pas, c'est une guerre qui passe complètement sous le radar. Or, dans cette guerre-là, il y a eu déjà 5000 morts. Il y a eu les 2/3 des écoles yéménites ont été détruites. Les 2/3 des enfants ne vont plus à l'école. Donc, c'est quand même un drame important. Et l'Arabie saoudite s'en tire haut la main. Par ailleurs, il y a eu des comparaisons de fait que, enfin, l'idéologie qui nourrit notre principal ennemi actuellement, qui est l'État islamique ou Daesh ou ISIS, selon les pays, comment on l'appelle, c'est quand même l'idéologie wahhabite qui émane de l'Arabie saoudite et qui est en fait au pouvoir en Arabie saoudite jusqu'à un certain point. Donc, oui, cette alliance entre le pouvoir et les éminences religieuses wahhabites, effectivement. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que le gouvernement finance l'État islamique, mais il y a quand même l'idéologie qui nourrit l'État islamique et tous ce qu'on appelle les salafistes vient de l'Arabie saoudite. Et l'idéologie qui est appliquée, le système judiciaire qui est appliqué, par exemple, par l'État islamique, le groupe État islamique, c'est le même système judiciaire qui est appliqué en Arabie saoudite. Alors, je me suis amusée à compter. En 2 ans, on a recensé 300 décapitations par l'État islamique. Et depuis moins d'1 an, il y en a eu presque 150 qui sont appliquées en toute légalité par l'Arabie saoudite. Il y a un écrivain algérien, Kamel Daoud, qui a écrit un grand texte pour dénoncer cette indifférence-là. Et il a écrit « L'État islamique égorge, lapide et tue ». Et l'Arabie saoudite fait exactement la même chose sans qu'on s'en indigne du tout. Et ce qu'il a dit, je crois que c'est lui qui a dit que l'Arabie saoudite, c'est l'État islamique qui a réussi. Donc, il y a quelque chose de... Bon, c'est un pays dont on parle, mais on ne dit pas tout. Il y a des aspects qui sont vraiment passés sous silence. Pourquoi? Parce que c'est un partenaire. Voilà. Il y a un élément que je voudrais souligner encore, c'est qu'un seul pays, nous, le Canada, a signé un contrat d'armes, de blindés de 15 milliards. Oui. Donc, même le nouveau gouvernement ne semble pas remettre cela en question. Il y a un gouvernement occidental qui a décidé de vraiment prendre cette riade de front, et c'est la Suède qui a rompu tous les contrats militaires avec l'Arabie saoudite et qui est dans une espèce de guerre idéologique, diplomatique avec l'Arabie saoudite depuis. Et c'est le seul. Et je crois que l'Allemagne aussi avait discuté de ça, mais finalement, ça n'a pas été fait. L'Allemagne qui exporte beaucoup d'armes mais aussi. Il y a eu un incident super intéressant en Allemagne autour de l'Arabie saoudite où, en fait, les services de renseignement ont envoyé un document très, très critique du régime à des journalistes et tout ça, donc parlant en fait aussi de l'avènement du nouveau roi et de la place que joue le nouveau prince, là, donc ce jeune homme de 30 ans à qui on confie tous les pouvoirs sans aucune expérience. Et ça a été torpillé tout de suite par le gouvernement allemand. Donc on voit que la Suède est un peu seule. Elle était toute seule dans son camp. Philippe Fauché, Agnès Gourdal et Laura-Julie Perrault, merci beaucoup de nous avoir aidés à revoir 2015. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là tout au long de l'année. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite de très joyeuses fêtes et retrouvez-nous en 2016. Merci, au revoir.